On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série réalisée en partenariat avec le Média Brut, spécialement pour les municipales de 2026. Avec eux, on vous transporte en images pendant 24 heures dans les coulisses du quotidien d'un maire, et pas n'importe lequel, sans oublier bien sûr de le faire passer sur le divan de vie de maire. Donc après avoir jeté une oreille à cet épisode, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à aller jeter cette fois-ci un œil au reportage réalisé sur Florence Picard, maire de Coivillé, commune de 150 habitants de Meurthe-et-Moselle. Florence, rien ne l'a prédestinée réellement à devenir élue. Une carrière en banque, une vie de famille bien remplie. Jusqu'au jour où son corps lâche brutalement. Une hospitalisation, une batterie de tests, et le diagnostic tombe. Sclérose en plaques, à seulement 26 ans et 2 enfants en bas âge. Et pourtant, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle se découvre une résilience insoupçonnée et une forme de revanche à prendre sur la vie. Et c'est presque par hasard qu'elle met un pied dans l'engagement local. Une fête des voisins, une rencontre avec le maire, et la voilà partie pour rejoindre une équipe municipale. Sans l'avoir prévu, elle découvre quelle est sa place. Elle découvre qu'elle aime servir le collectif. Et en 2020, juste après son installation dans son nouveau village, à Coivillé, elle se retrouve élue maire, encore une fois, presque par hasard, en pleine période de confinement. Commence alors une aventure intense. Reconstruire un village fracturé, prendre la vice-présidence de l'intercommunalité, puis la présidence de l'association des maires ruraux. Un engagement passionnant mais exigeant, qui s'ajoute à un travail à plein temps, puis à la vie d'une mère solo de 3 enfants après une rupture difficile. Elle avance, organise, enchaîne les responsabilités, jusqu'au jour où la fatigue devient trop forte et où son corps lui impose de s'arrêter. Dans cet épisode, elle revient sans langue de bois sur son parcours, avec beaucoup d'humilité. Cette timidité qu'il a fallu dompter, la manière dont elle a rassemblé un village divisé, ce que l'engagement lui a apporté, mais aussi la charge mentale, l'épuisement, la culpabilité, et ce moment où il faut accepter de lever le pied. Et si son histoire éclaire sur le mandat d'élu rural, elle dit aussi beaucoup de la place encore fragile des femmes en politique locale. Les contraintes, les horaires, un statut de l'élu inadapté. Bonne écoute. Eh bien, Madame la maire, bonjour. Bonjour, chère Margot. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petite, Florence? Eh bien, je voulais être institutrice. Et après, je me rappelle que j'étais allée avec mon papa à un rendez-vous banque et que, oh là là, c'était une révélation. Je voulais travailler dans la banque, voilà. Chose que tu as faite. Chose que j'ai fait, du coup, sans trop le prévoir, mais je me suis retrouvée à faire un BTS Action commerciale en alternance dans la banque. Voilà. Ok, et ensuite tu as travaillé en banque pendant plusieurs années, c'est Pendant ça? 20 ans. Ouais, pendant 20 ans dans la banque, à différents postes, conseiller de clientèle, jusqu'à me spécialiser sur le marché de l'immobilier. Voilà, dans une grande banque, mondiale, là. Et dans quel environnement est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi, au sein d'une, famille traditionnelle, un papa, une maman et une petite sœur, qui avait 3 ans de moins que moi. Voilà. Ok, donc tu grandis en Meurthe-et-Moselle? Je grandis en Meurthe-et-Moselle. Mon papa obtient un concours et il est muté en Meuse. J'avais 11 ans. Un drame absolu pour moi à cette époque-là, puisque j'étais au collège et j'étais pas prête psychologiquement à bouger. Et puis donc, en plein milieu d'année, je me retrouve dans un collège à Bar-le-Duc. Mhm. Et l'adaptation était un petit peu compliquée au début, mais après, ça a été mes plus belles années. Collège, lycée, super rencontres, super environnement. Ça m'a beaucoup plu. Et arrivée à 18 ans, j'ai eu le bac avec mention. Et donc, je suis partie à la ville de Nancy pour faire des études de lettres modernes. Voilà. Le format fac ne m'a pas convenu. La première année, je l'ai eu parce que je travaillais. La seconde, j'avais pris un job d'étudiant. Et j'étais barmaid dans une boîte de nuit. Donc, la semaine, j'étais à la fac et le week-end, je faisais les nuits en boîte de nuit.
et j'ai planté, ma deuxième année complètement, royalement et là, je me suis dit: «Ça peut pas durer, il faut que tu fasses, des études sérieuses en alternance pour avoir un petit pécule» et donc j'ai remplacé mes week-ends en boîte de nuit par, une alternance dans la banque en BTS, Action Co. Mais Voilà. au moment où tu fais des lettres modernes, tu avais déjà en tête de travailler dans la banque? Pas du tout, pas du tout. En fait, j'avais très, très envie d'être agent IMO. La pierre m'a toujours Ouais. intéressée et ce fameux BTS Action Co, il fallait trouver, une alternance donc moi j'avais visé une agence IMO et j'étais allée dans mon quartier où j'habitais à Nancy et la dame à l'accueil, m'a regardée de haut en bas. Elle m'a dit: «Vous voulez avoir des enfants?» Je lui dis: «Bah oui». Elle me dit: «Mais alors sortez de cette agence». Elle me dit: «Vous n'aurez pas d'horaire, vous aurez, des soirées, des week-ends, vous serez jamais avec vos enfants, toujours au travail, sortez, ne faites pas agent IMO, à la limite, allez en banque, mais pas dans l'immobilier» et c'est comme ça que je me suis retrouvée en banque. J'ai postulé sur, plusieurs banques, j'ai passé des tests de recrutement et puis, j'ai été, tout de suite prise et puis voilà, après une fois qu'on a l'alternance, j'ai eu mon BTS tout de suite et puis derrière, on m'a proposé un CDI dans la banque où j'avais fait mon alternance donc Puis quelques années plus voilà. tard, tu as trouvé une autre façon de ne plus avoir de week-end. Oui, bah, voilà, non mais j'aurais dû, il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire, hein, donc j'aurais dû persister mais j'ai trouvé, une autre manière effectivement de m'engager, sur toutes mes soirées et tous mes week-ends et d'avoir des bonnes raisons de pas voir mes enfants. Alors justement, cet engagement, comment est-ce qu'il naît? Ah, je pense qu'il est ancré au fond de soi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est, à l'intérieur, de soi. Il n'est pas comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai jamais été autant épanouie que quand je sers une cause et que je travaille pour le bien commun, l'intérêt général, voilà, moi, là, je suis bien dans mes baskets et je me sens alignée avec moi-même, Ça, voilà. tu crois que tu l'as toujours su? Non, bien sûr que non. Non, non, je l'ai pas toujours su. C'est quand le maire de la commune où j'habitais, on s'était rencontrés au détour d'une fête des voisins, m'a proposé d'intégrer sa liste en une rencontre comme ça. Il m'a dit: «J'ai un bon feeling, je vous veux sur ma liste si vous êtes d'accord». Je lui ai dit: «Moi aussi j'ai un bon feeling et je fonce, je viens, il y a pas de souci» et c'est quand j'étais dans cette équipe municipale, avec, les projets portés, avec les rencontres avec les habitants, que j'ai eu, cette découverte et que j'ai su, que j'étais faite pour ça, en fait. OK, alors on va revenir sur, vraiment la chronologie de tout ça. Oui. Mais dans ton environnement, est-ce qu'il y avait, des figures inspirantes qui, heu, qui peut-être ont forgé le fait que cet engagement était ancré en toi? Des figures inspirantes, bah, je dirais pas trop, non. Ça a été une découverte justement parce que j'étais plutôt, une enfant, qui passait ses week-ends dans sa famille avec des repas de famille et cetera, qui sortait juste pour aller, à l'école et puis qui rentrait Mmh. faire ses devoirs et les week-ends se passaient en famille. Si quand même au niveau de l'engagement, j'étais, musicienne et je faisais partie d'un orchestre, musical, hein. Je faisais de la flûte traversière et c'était un vrai engagement parce que, il y avait, c'était, une harmonie municipale et on devait en contrepartie, des subventions, versées par la commune, avec des gratuités sur nos cours, être présent à toutes les cérémonies et jouer de la musique à toutes les cérémonies. Donc peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, j'ai ouvert un peu, mon champ des possibles et mon esprit, sur le monde, en fait. Mmh. Tes parents étaient pas du tout, engagés, ni politiquement, ni Pas du tout. associativement? Ni politiquement, ni dans des assos. Donc c'est vrai que, j'avais pas toute cette dimension, je ne la connaissais pas et je l'ai découverte que plus tard et ça a été une révélation pour moi. Est-ce que tu te rappelles de la première émotion que tu as ressentie qui était liée à la politique? La première émotion, moi, c'était de l'adrénaline. Ouais. OK, dans quel cadre? Alors de l'adrénaline dans un cadre où, je dois prendre la parole, devant des gens. Voilà et là, c'est une grosse poussée d'adrénaline, la peur au début, vous pouvez demander aux gens qui me connaissent depuis, 10-15 ans. Quand je devais faire un discours, il était écrit, et j'avais la feuille qui tremblait, presque illisible tellement ma main tremblait, quoi.
Donc c'était des grosses, grosses montées d'adrénaline. Il a fallu que moi, je suis quelqu'un de timide à la base et de plutôt introverti, et il a fallu que je lutte. C'était une lutte contre moi-même, en fait. Pour, reprendre justement le fil, sur, la façon dont tu as commencé à t'engager. Déjà, tu finis tes études, après tu commences à travailler en banque. Tu reviens en Meurthe-et-Moselle à ce moment-là, donc tu étais à J'étais en Nancy. Meurthe-et-Moselle, je fais mes études en Meurthe-et-Moselle. Je suis recrutée dans la banque. Je fais ma carrière, gentiment avec, je fais mes enfants, mes 2 premiers. Là, tu as quel âge à ce moment-là? Là, le premier j'ai 23 et la deuxième j'ai 25-26. Voilà, donc assez jeune, je fais mes enfants et on déménage sur, un bassin de vie entre Nancy et Lunéville. Voilà, pour situer, et on achète, notre premier appartement, voilà, puisque sur Nancy, le budget ne suffisait pas, donc on a dû, s'éloigner. Et donc je suis toujours dans la banque, mais là, malheureusement, j'ai eu un mauvais coup du sort, si on peut appeler ça comme ça. Du jour au lendemain, je me retrouve, paralysée avec, une sclérose en plaques Aïe. que j'ai pas vu venir et que j'ai pas senti arriver, et je suis allée jusqu'au bout de moi-même. Je travaillais en banque, je prenais le train le matin, et je me rappelle, dans la rue pour faire la gare à l'agence de la banque, devoir me tenir au mur le long du trottoir pour ne pas, je me suis dit: «Sinon, je vais tomber sur la route», tellement je titubais. «Je vais tomber sur la route et je vais me faire écraser par une voiture». Donc je longeais, mais voilà. Après, j'arrive au bureau, je m'assieds à côté de ma chaise. Je veux sortir du bureau, je me prends le chambranle de la porte. Enfin, que des trucs comme ça, mais toujours en mode: «Oh, je suis fatiguée, ça va passer», voilà. Et puis, un matin, je me suis réveillée, chez moi, et j'avais le tableau sur le mur en face qui faisait des diagonales. Je le voyais partir en diagonale, et là, impossible de me lever, je tombais tout de suite et tout. Donc j'ai appelé, mon directeur d'agence, et je lui dis: «Écoute, je vais pas bien, je vais aller chez le médecin». Elle me dit: «Oui, oui, Flo, je te trouve fatiguée en ce moment, vas-y, va chez le médecin». Et tout de suite, elle me fait un test neurologique, le docteur, et elle me fait un courrier en me disant: «Vous allez tout de suite, à l'hôpital, aux urgences». Donc j'y suis allée, et puis j'en suis plus ressortie. Ils m'ont fait une batterie de tests, ponction lombaire, IRM, et cetera, et cetera. Et donc j'ai démarré directement ma sclérose avec, 19 plaques dans le cerveau, un truc assez costaud, paralysée de tout un côté, je voyais plus, j'avais la langue paralysée, le bras, enfin bref. Ce qui m'a valu 2 ans d'arrêt maladie, 1 an pour pouvoir, remarcher, et puis 2 ans pour pouvoir reconduire. Voilà. Avec mes enfants en bas âge, puisque ma petite venait de naître, elle avait, 13 mois, je crois, la deuxième avait 13 mois quand, j'ai fait ma première poussée. Et donc voilà, c'était un moment assez, difficile où mon cerveau veut, mais mon corps veut pas. Mon cerveau veut avancer et je supporte pas d'être enfermée, je supporte pas de pas avoir mes enfants avec moi. J'en avais mis un chez les grands-parents d'un côté, l'autre, chez les autres, et vraiment c'était compliqué, et du coup, je pense que c'est de ce moment-là où, mon esprit veut, mais mon corps veut pas, que j'ai développé, une résilience, et je me suis dit, «Il faut que je prenne une vengeance, il y a pas moyen». Et donc à cette période-là, je deviens très amie forcément, puisque plus à la maison, je deviens très amie avec, ma copropriété. Tous les apparts, en fait, c'était le même profil, que nous à cette époque-là. C'était des jeunes, primo-accédants avec des Mmh. enfants en bas âge, voilà, on s'entendait tous super bien, et on décide de se faire une fête des voisins. Et la fête des voisins, je me rappelle que moi, je la prends en charge, j'organise et tout, je contacte la mairie, je demande des bancs et des tables, et puis, arrive, notre fête des voisins, et là, le maire se pointe. Moi, je savais pas qui faisait la relation entre prêter des tables et des bancs, aux fêtes des voisins, surtout que c'était une première dans notre copro, c'était juste notre copro, quoi. Et là, waouh, le maire qui arrive, oh là là, grand honneur. Alors moi, franchement, et puis, donc je suis allée lui parler, je lui ai servi un verre et ça a matché, on a super bien parlé, et 2 jours après, j'ai son secrétariat qui m'appelle en me disant: «Monsieur le maire veut vous parler». Alors moi, je flippe tout de suite. Je me dis: «Qu'est-ce qui Qu'est-ce se que j'ai passe? fait? Qu'est-ce que j'ai fait?»
Et là, il me dit: «Écoutez», c'était genre à une semaine des élections, enfin vraiment le truc, et il me dit: «Voilà, j'ai ma liste qui est bien évidemment complète», hein, parce que c'est quelqu'un de pour moi, c'est un mentor et il me dit: «Ma liste est complète, mais j'ai une femme enceinte dessus qui finalement se désiste à l'approche de l'accouchement et le feeling est bien passé et donc j'aimerais, vous proposer, le poste». Il me dit: «Vous avez certainement besoin de réfléchir» et là, c'est ce que je te dis, hein, Revanche sur la vie. j'ai J'y vais. l'argent ah ouais et là, je lui dis: «Non, le feeling, il est passé, je sais pas dans quoi je vais, mais j'y vais. Je vous fais confiance, j'y vais». Donc voilà, j'y suis allée, j'ai intégré la liste et là, c'était la grande révélation pour moi. C'était vraiment, en plus avec quelqu'un de très humain, de très sympa et qui prend vraiment soin de ses habitants, qui prend soin de sa commune. Qui, est à l'écoute et qui en même temps avait de l'opposition forcément dans une ville et je trouvais tellement que les coûts étaient injustifiés, les coûts de l'opposition que ça m'avait gonflé. Parce que donc on est dans une ville de combien Là, on est dans une d'habitants? ville de 8 000 habitants 8 000 habitants, OK. et du coup, moi ça me gonfle clairement que qu'on Donc ça, puisse l'attaquer. c'est en 2014? 2014, ouais, j'ai fait le mandat 2014-2020 et très rapidement, il me dit: «Flo, tu es la plus politique de l'équipe». Alors que Ah, j'avais 30 ans, quoi. ça veut dire quoi, la Eh ben, je savais pas moi, je politique? savais pas ce que c'était, même le mot politique, j'en avais jamais entendu parler puisque voilà, c'était pas du tout dans mon milieu, et je savais pas ce que ça voulait dire politique et puis, il m'a proposé d'être présidente de son association de soutien, en gros. Et j'ai accepté pareil, et puis derrière, je me suis éclatée, j'ai fait plein de trucs, des Beaujolais, des organisations de visite du Sénat, de l'Assemblée, c'est là que j'ai étendu mon réseau des élus parce qu'à chaque fois je contactais pour lui, mais dans le but d'organiser et c'est de là que j'ai connu beaucoup d'élus, de sénateurs, députés et cetera. Et puis donc, vient, la fin du mandat, donc pour moi un mandat très, très positif. Et je tombe enceinte à ce moment-là de ma dernière, 10 ans d'écart de ma deuxième, quand même, hein, parce que je vois mon neurologue pour le contrôle annuel, puisque je fais des contrôles tous les ans par rapport à ma sclérose en plaques et depuis la première poussée, en fait, j'en ai jamais refait. Je n'ai jamais refait de poussée. C'est-à-dire que j'ai une poussée mais énorme, mais derrière, j'en ai plus jamais fait. Et il me dit: «Alors Florence, pas d'envie de troisième?» Et là, je le regarde, je dis: «Bah, j'ai toujours eu envie d'un troisième, mais je me suis toujours interdit parce que j'ai cette fameuse épée de Damoclès, au-dessus de la tête, avec, la sclérose et C'est-à-dire la peur de refaire une ah bah, poussée? carrément, ouais, surtout que c'est reconnu chez les femmes que c'est après l'accouchement que le D'accord. pic est le plus important, donc les risques sont le plus importants. Et il me dit: «Écoutez Florence, c'est pas pour me vanter, mais vous êtes mon plus beau cas de sclérose en plaques». C'est un grand professeur reconnu, au national et il me dit: «On n'a qu'une vie, si vous voulez un troisième, on arrête tous les traitements et vous faites». Oh bah d'accord, OK, donc j'en parle à mon mari, et puis, bah, tout de suite ça prend, ça marche tout de suite, hein, donc j'arrête tous mes traitements et je tombe enceinte de Valentine et je la maison à Saint-Nicolas est trop petite. Mmh. Elle est trop petite donc on me dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire et tout?» Et puis, au final, bah, on trouve pas de maison sur Saint-Nicolas et c'est là qu'on regarde plus loin et que sur Coivillé, on trouve une maison dispo donc bah, on dit: «On y va». Donc moi, je vais voir le maire que j'adore et puis je lui dis: «Écoute, ne me compte pas dans ta prochaine équipe, je vais déménager». Alors elle me dit: «Oh mince et tout, c'est dommage», voilà. Et donc j'arrive enceinte de 8 mois, on déménage, j'étais enceinte de 8 mois, voilà et là, c'était, donc en novembre 2019, Mmh. novembre 2019 et je m'installe et je trouve un mot dans ma boîte aux lettres: «Bonjour, le maire ne se représente pas, nous cherchons, des candidats. Si vous êtes intéressés, rendez-vous tel jour, telle heure à la mairie». Et puis je me vois, De ah ouais, je dis à mon mari, je lui dis: «Écoute, franchement, j'ai envie d'y aller, quoi». Et puis il me dit: «Bah, vas-y, va voir et et tout». là, à ce moment-là, tu te dis, «J'y vais comme potentiellement tête de liste» ou Pas du simplement tout, pour rejoindre le conseil? pour, faire le nombre.
Le D'accord. nombre d'une liste, quoi. En gros, c'était ça. Et puis, peut-être apporter ma pierre à l'édifice, voilà, c'est tout, hein. Mais vraiment pas du tout en mode: «Je vais devenir maire du village d'à côté». D'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'une fois que j'ai été élue, certains habitants, disaient que c'était le maire, de la commune à côté qui m'avait mis en place, alors que pas du tout, quoi. Mais c'était drôle. Et du coup, je vais à cette fameuse réunion, donc enceinte jusqu'aux dents et je pose des questions sur le fonctionnement de la commune et cetera et cetera. C'est tout, je repars, je dis: «Oui, bah, c'est bon, vous pouvez me compter». Elle dit: «Ah, il manque encore une personne pour la liste, on n'est pas au complet, on peut pas la déposer». Et moi, quand je me suis installée, la voisine, venait de s'installer en même temps que moi. Elle était enceinte pareil que moi, enfin on avait le même profil, puis on avait sympathisé comme ça vite fait. Et je suis allée la voir, je lui ai dit: «Tu veux pas venir à la mairie recherche?» Je lui ai dit: «Tu peux pas venir avec moi?» Elle me dit: «Oh bah oui, allez, OK, allez, je te suis». Donc voilà, la liste part et puis 2 jours après, l'adjointe me fait un message: «Bon, la liste est validée en préfecture. Est-ce que tu payes ton café?» «Oui, OK». Donc je venais, là, à ce moment-là d'accoucher. Et donc je me revois encore, elle sonne, moi je la connaissais pas du tout, à part cette fameuse réunion. Je descends avec le bébé dans les bras, je l'accueille, je lui paye un café et là elle me dit: «Écoute, suite à la réunion, aux questions que tu as posées, il y avait toute l'équipe et tout le monde, il y a aucun volontaire pour être mère. Par contre, tout le monde aimerait bien que ce soit toi». Je lui dis: «Alors là, moi je suis scotchée». Je lui dis: «Ah bon?» Je lui dis: «Mais vous êtes fous, je vous connais pas, vous me connaissez pas». «Oui, mais on a entendu parler de toi, on s'est quand même renseigné, voilà». Je dis: «Bon, bah, d'accord», je dis: «Ouais, bah, pourquoi pas?» Les élections se passent, la liste est élue, voilà. Donc il y avait pas 36 000 listes, il y en avait qu'1, hein, donc tout le monde passe. Et puis, heu et puis à ce moment-là, confinement. Mais toi, au moment où tu dis «oui», tu te figures ce que ça implique que d'être, tête de liste et potentiellement de devenir maire? Mais pas du tout, mais absolument pas. Moi, j'y allais en mode, «Oh bah tiens, je viens d'une commune», j'étais conseillère municipale dans une commune de 8 000 habitants. Là, 150 150 habitants. habitants, ça doit être rigolo, quoi. Mais en mode, je vais aller voir comment ça se passe, mais ça doit être marrant. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Vraiment pas du tout conscience, je connaissais pas l'échelon. J'étais conseillère municipale, mais j'étais pas déléguée non plus à l'interco. Mmh. Donc je connaissais pas, moi, l'interco, à part on me parlait de la Comcom, voilà, dans les réunions de la municipalité, mais je savais pas, j'y étais pas allée en tant que public, rien, je savais pas ce que c'était. Bon, donc moi je dis: «Oui, pourquoi pas?» mais comme ça. Et puis, donc la liste passe et le lendemain, bah, confinement. Pendant Donc 2 mois. la liste passe, donc vous savez que vous êtes élu. Voilà, on sait qu'on est élu et qu'on doit élire le maire. D'accord. OK. Voilà. Sauf qu'il y a le confinement et qu'on peut pas se réunir. Et que ça a duré 2 mois, jusqu'à mai. Et toi, pendant cette période de 2 mois, on t'a quand même déjà proposé, d'être tête de liste Mais moi, j'y et crois donc pas. toi, tu es dans une forme d'incertitude où tu te Complet. dis, «Bon, je sais pas trop, en plus l'eau a coulé sous les ponts, Voilà, peut-être qu'ils ont changé d'avis». exactement. Oui, j'ai pas de contact avec l'équipe. J'avais dit que je ferais une réunion pour les connaître au moins et on n'avait même pas le droit de se réunir. Et puis j'allais pas, je les avais vus une fois 5 minutes en réunion, j'allais pas les appeler, «Coucou, c'est moi, je suis votre future mère», alors que je sais même pas si vous me voulez, quoi. Mmh. Donc je ne fais rien et j'attends et je me dis: «Vaille que vaille», voilà. Donc on est déconfinés Puis et entre-temps, tu accouches, non? alors, oui, j'accouche, fin décembre, donc c'était juste, dans les eaux-là, j'avais déjà accouché, au moment où la liste est élue. Donc on est déconfinés et genre le lendemain, bah, je me rappellerai toute ma vie, c'était le 23 mai 2020, l'ancien maire convoque le conseil pour, l'élection du nouveau maire. Mais là, on n'avait rien calé, rien du tout. Et puis, y a-t-il des candidats? Alors personne ne lève la main. Moi, j'ose même pas la lever, je suis pas légitime pour moi, hein. Et là, il y a tout le monde qui se retourne vers moi. Alors, j'attends, je regarde, puis ils insistent en me regardant. Alors timidement, je lève la main. OK, Florence Picard candidate, OK. Et puis, il y a un des membres du conseil municipal, qui se retourne et il dit, «Il s'écrit comment votre nom? C'est un Q ou c'est un C?» Je dis: «Bah, c'est un C». Et puis là, bah, je les vois, ils défilent tous à l'urne et puis, dépouillement, bah, unanimité pour mon nom, quoi. Bah, tu ressens quoi? Ah bah là, j'hallucine, mais en même temps, je suis hyper fière. J'ai trop hâte aussi de l'annoncer à mon maire, de la commune que je viens, en mode: «What? C'est pas le truc de fou qui m'arrive?»
trop contente, quoi. Et je me dis, en même temps, je viens d'accoucher, je suis pas à l'aise avec mon corps, je me sens pas au top de ma forme, voilà. Donc, les médias arrivent, l'Est républicain pour faire les photos des nouveaux maires, etc., etc. Bon, voilà. Donc, je comprends pas trop au début. Et puis, bah après, bah, on est tout de suite aux affaires, quoi. Hein. Tout de suite aux affaires. Ah si, ce que j'ai oublié de te dire quand même, c'est que pendant 2 mois, l'ancien maire m'avait formée. Oui, alors Voilà. j'allais justement te poser la Ouais. question, est-ce qu'il y Si, avait une si, forme de parce qu'en fait, transmission, passation? il avait, c'était plus ou moins dit que c'était moi. Et pendant les 2 mois de confinement, les seuls qui avaient le droit de sortir, c'était pour aller dans les mairies. Donc, on se donnait genre rendez-vous 1 heure par semaine. Et puis, il me donnait les affaires courantes. Il m'a fait faire tout le tour du village. Ça commence par quoi, la formation d'un maire? Bah, pour moi, c'était Ah si, c'était hyper important. On avait fait la tournée de distribution des masques dans le village, des masques Covid. Donc là, tu fais quand même une tournée de porte-à-porte Ah ouais, je pour fais le porte-à-porte rencontrer. avec lui et tout le monde est en confinement, donc en mode ils sont trop contents de nous voir. Hey, coucou! Tout le monde était puni dans son coin, donc ouais, on fait ce porte-à-porte et les gens parlent et tout. Puis bon, c'est quand même l'ancien maire qui me montre et tout. Je veux dire, c'est quand même. J'étais déjà un peu installée dans les esprits, voilà, même sans faire campagne, rien du tout. J'étais là avec lui, donc déjà ça a un peu impulsé. Mais je sais que je l'ai toujours remercié parce qu'il a pris le temps de. Lui, son mandat, il devait se finir en mars. Il en avait marre. Et il a pris le temps de mars à mai pour me former, quoi. Et à ce moment-là, toi, tu te dis, waouh, dans quoi je me suis embarquée? Ou bon, tu prends les choses comme elles viennent. Ouais, je prends vraiment les choses comme elles viennent parce que, bah, encore une fois, je suis en congé maternité. Et je me dis: «Bah, c'est bien, ça me fait sortir de chez moi» et je suis pas une mère au foyer moi, hein, clairement, moi, il me faut du contact, il me faut des échanges. Il y a le confinement, enfin, je veux dire, au contraire, moi, je me dis, je sors de chez moi et en plus, je suis utile. Donc et je veux vraiment apporter, du sens à ma vie et des services à mes habitants. Donc là, tu prends ce fauteuil de maire. Quel est le premier projet que tu mènes? Le premier projet et bah, déjà, c'était de connaître mon équipe. Mmh. C'était très concentré sur mon équipe, de connaître un petit peu leurs compétences à chacun, puisque je ne les connaissais pas avant, d'essayer d'avoir une bonne ambiance et puis de travailler en harmonie dans le village. Je crois qu'un des tout premiers projets, bah, c'était de commander des illuminations de Noël pour le village et puis donner un peu de vie dans cette morosité post-Covid, un peu de lumière, voilà. Parce que en plus, juste avant ça, il y avait eu les problèmes d'énergie, la hausse des coûts de l'énergie et tout, et avec des décisions à prendre telles que couper l'éclairage malgré qu'on soit en LED, couper l'éclairage la nuit, etc. Donc ça avait été un peu dur politiquement à mener parce que dès que j'arrive, bah, voilà, je dis, bah, on va couper la lumière, la nuit. Alors il y en a qui étaient d'accord, d'autres pas d'accord. Bon, au final, ça s'est bien passé. J'ai fait vachement de pédagogie et tout et puis derrière, c'est de dire, on va quand même mettre, un truc un peu festif dans le village, aux heures où l'éclairage est allumé. C'est-à-dire, c'était assez à la marge. On a commandé les luminaires, d'occasion, sur un site. Enfin voilà, c'était, mais n'empêche que c'était super sympa, quoi. Parce que pour que les auditeurs nous situent un peu, Oui. est-ce que tu peux nous décrire la commune de Coivillé? Alors Coivillé, on est un village de 150 habitants, où il y a, 5 rues. On est à 4 kilomètres de la commune, où il y a tous les services. Le pôle médical, les courses, les mobilités, les écoles, collèges, voilà. Vraiment, la commune de référence. On est juste à côté et du coup, Coivillé, qui est un tout petit village, n'a strictement aucun service. On a une mairie. La mairie a une pièce commune pour tout le monde, pour l'équipe, pour la secrétaire, voilà. On a, bah, l'église du coup, et puis le cimetière, mais on a un arrêt de bus pour les jeunes, le matin pour les emmener au collège, mais c'est tout, quoi. Donc on n'a pas de service dans Coivillé.
Donc c'est quoi, véritablement l'enjeu pour, un maire donc comme toi d'une commune de 150 habitants? Pour moi, mon gros enjeu quand je suis arrivée dans un contexte où le village était assez déchiré, où d'ailleurs personne de l'équipe municipale ne voulait, partir en tant que maire, parce qu'il y avait eu beaucoup d'embrouilles dans le village avec, des courriers distribués au sein même de la propre équipe municipale précédente. Des courriers, du premier adjoint qui attaquait le maire qui répondait et ça se faisait par courrier interposé dans les boîtes aux lettres. Le foyer rural qui avait explosé du coup, moi je suis arrivée à un village un peu à feu et à sang et personne ne voulait plus partir, tout le monde était dégoûté en gros il y avait un trauma quoi dans le village donc moi c mon job c'était vraiment pour moi de mettre de la cohésion dans le village, de la neutralité, parce que c'est toujours des histoires de familles anciennes, avec des jalousies, voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Surtout quand on est 150, on devrait tous pouvoir se parler et se dire bonjour quand on se croise et voilà. Donc moi, c'était vraiment ça, moi, c'était le côté humain. C'était plus que tout le côté humain de refaire une unité, d'organiser, des moments de sympathie, de convivialité et que les gens se reparlent et voilà. C'était D'accord. sûr ça a très Et bien après marché. pour le reste de la population? Donc ça passe par quoi? J'imagine par, de beaucoup d'organisation d'événements de convivialité, Voilà, alors du coup, comme il y avait plus de comment, de moments, festifs, vu qu'il y avait plus de foyer rural, pas d'asso, rien du tout, bah, j'ai dit: «On va reprendre, l'animation du village au sein du conseil municipal. On va créer une commission animation» et là, j'ai nommé une adjointe et derrière, bah, ça a marché à fond. On a fait plein d'événements, et qu'on continue de faire perdurer pendant tout le mandat notamment une fête du village, enfin voilà des choses, qui demandent beaucoup d'énergie parce qu'encore une fois, on a 0 employé donc on se débrouille tous. Alors avec bien sûr, les conjoints qui deviennent tous bénévoles, les amis de la municipalité, les amis, du conseil municipal et cetera et donc on en fait, on fait monter la mayonnaise et puis on en fait, des événements festifs et ça match. Voilà, donc c'est comme ça que petit à petit, on est arrivé à retisser du lien, à recréer du lien. Au niveau de tes engagements, pour le coup, tu ne t'arrêtes pas là parce que tu as d'autres mandats. Comment est-ce que, tu te retrouves, impliquée notamment au niveau de la communauté de communes et dans un second temps, au niveau de l'association des maires ruraux? Alors, je déjà, j'arrête de travailler dans la banque pendant 2 ans pour bien prendre ma place de mère je vais dans toutes les réunions possibles et inimaginables. Dès que je suis invitée, j'y vais, la Comcom, j'y vais à fond, j'assiste à toutes les réunions, les commissions, je me mets dans toutes les commissions, donc gros boulot, gros taf franchement, pendant 2 ans et au bout de 2 ans, ça commence par, le vice-président à l'habitat, à l'aménagement du territoire et aux mobilités qui démissionne à la communauté de communes et naturellement, j'étais tellement impliquée que, bah, l'exécutif me demande, si je veux bien reprendre le poste. Alors moi, j'étais trop contente. Pour moi, c'était, une consécration de mon travail, donc j'ai dit: «Oui, oui, bien sûr», passe l'élection. En plus, je suis élue à l'unanimité par, tout le conseil, communautaire. Donc, moi, je suis vraiment trop ravie. Donc, je prends cette vice-présidence qui est quand même, très lourde, parce qu'il y a quand même 3 délégations et je me rends pas compte de tout le taf que ça demande derrière, quoi. Et puis, là-dessus, se cumule, mon emploi. Il faut bien que je retravaille à un moment donné. Je reprends un emploi à 80 donc mes journées sont pleines sauf le mercredi que je consacre à mes Et tu enfants. reprends un emploi en banque? Non, pas en banque, je quitte la banque et je reste dans le milieu politique. Intéressant. Donc je deviens directrice de cabinet dans une collectivité, du territoire voisin, en gros et du coup, mes journées, sont bien remplies entre le boulot, la journée, la soirée en conseil, communautaire, avec toutes les réunions que ça implique pour autant de délégations, mes week-ends à la mairie
Et avec tout ça, s'ajoute, en plus, la présidence des maires ruraux. Alors là, c'est vraiment de l'engagement, des tripes, quoi. C'est vraiment, l'envie, j'ai envie, c'est bénévole, enfin, enfin, vraiment, Pourquoi est-ce que tu as envie? j'ai envie parce que, je me rends compte qu'à un moment donné, une subvention, destinée au monde rural, alors moi nous, on galère tellement dans notre commune à faire le moindre projet. Une subvention, destinée au monde rural, la DETR, le R, c'est rural, dotation de l'équipement des territoires ruraux, est attribuée pour, genre 1 million d'euros à la métropole de Nancy. Et ça me rend dingue. Nous, on galère comme des fous et donc j'en parle et du coup, je croise quelqu'un qui me dit: «Écoute, tu devrais t'engager auprès de l'association des maires ruraux. Je suis dans le bureau, si tu veux, je contacte le président, je lui demande si tu peux venir à la prochaine réunion». Je dis: «Ah bah oui, pas de problème». Et puis j'y vais et voilà, de fil en aiguille, j'ai suivi tous les bureaux, j'étais investie, je parlais et cetera et puis le jour où le président a décidé d'arrêter, il m'a demandé enfin, le bureau s'est retourné vers moi un peu comme la Encore mairie, une fois. encore une fois et puis j'ai dit: «Ouais, OK, j'y vais, mais que si vous êtes avec moi». Et du coup, ils m'ont dit: «Oui, oui, on est avec toi, une femme, ça a de la gueule, en plus assez jeune et tout, c'est top, pour, voilà». Et voilà comment j'ai eu toutes les casquettes très rapidement, en même pas 6 mois, j'ai pris 3 casquettes, quoi. Mmh. Quel combat est-ce que tu as mené, pour, cette association des maires ruraux de Meurthe-et-Moselle? Alors mon combat, au départ, il a été, de structurer l'asso et qu'elle soit visible. Parce qu'on n'était pas du tout pris au sérieux, on était même plutôt moqués. Donc moi, au départ, je me suis attachée, à être, représentée au sein des instances, préfectorales. Il y a une autre, grande asso, qui, était très bien représentée et nous, on n'était même pas invités, quoi. Donc déjà, c'était de prendre attache avec tout le monde, de se présenter, dire: «Ah, on est là, on existe», Alors, ma première rencontre, je crois, c'était, je sais plus avec quel, élu ou quelle, personnalité importante du département, mais il m'avait dit: «Mais Florence, on peut pas te prendre au sérieux quand tu as que 100 adhérents». Donc déjà, j'avais compris le message, augmente ton vivier d'adhérents parce que l'autre asso, elle avait 500 adhérents, quoi. Donc et du coup, c'était de me rendre hyper visible, de faire beaucoup de lobbying en disant, «Ouais, il y a une association, reconnue, connue, qui offre plein de choses, mais nous, c'est pas du tout la même chose. Nous, on milite pour un créneau, particulier, spécifique et plus on sera nombreux et plus on aura de poids». Et ça a marché. Ça a marché. En 1 an, j'ai doublé, le nombre d'adhérents, voilà, ça vraiment, on est passé de 120 à 250 adhérents, voilà, en 1 année et du coup, j'ai vraiment été prise au sérieux, invitée partout. Il y a eu un changement de préfet. À peine elle est arrivée, c'était une madame, à peine elle est arrivée qu'elle voulait me rencontrer en tout premier. Oh là là, j'ai halluciné, j'ai dit: «Waouh, super et tout» et 1er AG, elle a envoyé tous ses directeurs de service, et je me suis dit: ça y est, on est enfin pris au sérieux». Derrière ça, ben, beaucoup de travail parce qu'on est invité partout. Mais moi, je peux pas me dédoubler. Autant je l'avais fait, sur, le début, où on était peu représentatif et peu invité, autant, je peux plus me dédoubler, et aller, partout. Donc Et je me sachant qu'au dis milieu de tout ça, tu reprends une activité professionnelle? exactement. Donc je me dis: il faut que je dimensionne l'asso et qu'on soit plusieurs et pour la représenter». Et donc là, comme j'étais beaucoup sortie pendant 2 ans, j'avais fait beaucoup de rencontres parmi les maires dans les réunions. Et je dis toujours, c'est mes petites pépites, mais tous ceux avec qui j'avais beaucoup d'affinités, naturellement comme ça, bah, je les ai approchés, je leur dis: «Ça te dirait pas de rentrer au bureau et tout?» Et ils m'ont tous dit oui. Et du coup, bah, on s'est retrouvés à un bureau, où on était, peut-être, 5, au départ, on s'est retrouvés à 15 quoi, donc c'était plus la même. Et après, on a recruté une collaboratrice, il y en avait pas avant. Donc j'ai milité, ça c'était un gros taf de demander une subvention au département qui subventionnait l'assaut des maires, à un gros niveau et pas notre asso. Donc j'ai demandé et ça a été accepté. Donc on a pu embaucher un personnel et ça c'était encore, plus étayé quoi, hein, le travail. Et puis ensuite, moi j'ai commencé à avoir vraiment des signes de fatigue et mon bureau m'a dit,
M'a dit: «Bah, on est là, on peut représenter, on est à tes côtés» et là, c'est là qu'on a eu l'idée, de dire: «Bah, OK, mais on va dimensionner ça en pôles». Le pôle des énergies renouvelables, le pôle des finances, le pôle des subventions, le pôle des mobilités et en fait, chacun a pris un dossier. Le pôle des écoles avec, toutes les fermetures d'écoles en milieu rural et cetera et du coup, à chaque fois qu'il y avait une réunion qui tombait où on nous demandait, d'y assister et ben, on fléchait une personne, qui essayait un maximum de se rendre disponible et c'est comme ça qu'on a vraiment, pris, en crédibilité et qu'après on est devenu, quasiment incontournable quoi, hein. Oui, avec toutes ces casquettes, le fait de reprendre un emploi, à un moment donné, comment est-ce que tu arrives à tenir? Oh, je travaille tout le temps. Franchement, je travaille tout le temps, je me réveille les nuits, je fais des insomnies en plus parce que j'ai des dossiers qui me contrarient et tout. Hem, mais je tiens le coup parce que j'adore ce que je fais. Donc mes seuls moments de détente et de pause, c'est quand je suis avec mes enfants. Voilà, c'est travail et puis maison, enfants. Par contre, bah, au bout d'1 an et demi comme ça, mon mari, quitte la maison du jour au lendemain et ne s'occupe plus du tout des enfants, voilà, il abandonne tout. J'ai pas de pension alimentaire, j'ai rien et je me dis, bah, il faut que je subvienne toute seule aux besoins, de ma famille, donc je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter de travailler, mais en même temps, j'ai plus, le relais à la maison, qui garde, par exemple, la petite de 5 ans. Qui l'assurait avant ça? Un petit peu, ouais, par moment et quand même, oui, un petit peu mais de moins en moins parce qu'il partait aussi en déplacement mais j'ai plus rien. Donc là, je me dis: «Il faut que je tienne» parce que financièrement, il faut que ça continue de rentrer dans les caisses, donc je peux pas me permettre de m'arrêter. Donc j'embauche des nounous qui vont chercher la petite chez la nounou de la journée, la nounou du soir et cetera. C'est même devenu un rituel le matin quand je dépose ma fille à l'école parce que ça, par contre, c'était vraiment, important. Je la déposais tous les matins mais voilà, c'était, bah, ce soir, c'est nounou Lucie qui vient te chercher ou c'est nounou Marie qui vient te chercher ou voilà. Ça se passe comme ça pendant 1 an, je gère et puis au bout d'un moment, quand je quitte mon travail et que j'ai une réunion à la Comcom après mon travail, donc je quitte à 17h30, à 18h, j'ai une réunion à ma Comcom, ça tombe bien, ça met une demi heure de trajet, donc voilà. Bah, je commence à avoir des nausées, des envies de vomir et je me force en fait, je m'écoute pas, je me dis: «Faut que j'y aille, j'ai pas le choix et tout» et voilà, j'ai ces nausées qui arrivent et puis, je me sens fatiguée, je me sens triste, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je me force et cetera et il y a un matin où j'arrive pas à me lever. J'arrive pas et je C'est le me point de dis, rupture. Mais parce que pendant toute cette année, toi, tu as l'impression que tu as été dans une forme de non pas de déni, mais de te dire, «Il faut tenir coûte que coûte». coûte que coûte et je me suis mis la tête dans le sable en mode, bah, en fait, je me suis pas écoutée, j'ai pas le choix. Bah oui, j'ai pas le choix. Alors il y en a qui me le disaient, même des habitants, hein. Ils me disaient, «Vous êtes jamais là, c'est pas possible, vous allez pas tenir, prenez soin de votre santé, de toute façon tu jamais là», Les habitants savaient ce qui se passait dans ta vie? Certains, oui, en général, c'est un petit village, donc ils avaient bien vu que j'étais toute seule, quoi, hein et ils me le disaient, mais bon, ça règle pas mes soucis, quoi. Je veux dire, moi, j'ai Mmh. besoin de nourrir ma famille et puis d'assumer, donc je me pose pas de questions et puis, d'un autre côté, c'est aussi ce qui m'a évité de penser à cet abandon parce que c'était un abandon total, quoi, donc à cette trahison, cet abandon et je me suis jetée à corps perdu dans le travail, clairement. Clairement, j'étais contente d'avoir ça, quoi et puis, bah, au bout d'1 an, il y a eu, le fait que mon corps, devenait compliqué, mais c'est aussi parce que ma petite dernière s'était mise à bégayer très fortement. Mmh. Elle arrivait plus à aligner 2 mots, d'affilée. Tout était, difficile, elle arrivait plus à parler et quand un jour je suis allée chez l'orthophoniste pour la faire suivre, l'orthophoniste a commencé à pointer du doigt que c'était à cause de mes absences et le jour-là, quand elle me l'a dit, gentiment, hein, je me suis mis à pleurer devant elle, à pleurer, à effondrer, mais vraiment, C'était la même première elle fois que tu t'effondrais comme ça? ah ouais, la première fois, surtout, moi qui fais toujours gaffe à comment je suis en représentation et cetera, je m'autorise jamais, voilà. Mais là, je me suis écroulée devant elle, à pleurer et tout et
elle m'a pris dans ses bras et tout. Enfin, c'était trop lunaire, quoi, la scène. Et quand je suis rentrée, je me dis, waouh, ça va pas du tout, là. Tu te mets à chialer devant l'orthophoniste. Ça va pas, quoi. Et le lendemain, je suis allée chez le médecin et je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, ça va pas du tout. Et lui, il m'avait pas vue depuis 5 ans. Il me dit, Florence, tu te fais plus du tout soigner. Il me dit, je te vois plus. Enfin voilà, il me dit, là, ça va pas du tout. Il me dit, il faut que tu t'arrêtes. Je lui dis, mais je peux pas, là, j'ai la sortie là, j'ai une réunion, je peux pas. Il me dit, ah si, il faut que tu prennes. Ah, je lui dis, bah alors donne-moi 2 jours. Il me dit, mais 2 jours, c'est pas assez. Il te faut au moins 15 jours, là, pour bien te. Voilà. Je lui dis, non, donne-moi 2 jours. Il me dit, ok, je te donne 2 jours, mais je te redonne un rendez-vous dans 3 jours pour que. Voilà. Et puis je lui dis, oui, mais je viendrai pas et tout. Puis en fait, j'y suis allée 3 jours après parce que j'arrivais pas à me relever. J'arrivais pas du tout à sortir de chez moi. Et j'en mets même plus la petite à l'école, hein. Je la gardais avec moi en mode, foutez-nous la paix, on reste en autarcie, voilà. Je profite d'elle et tout, elle va pas bien, elle bégaye, elle arrive plus à parler, enfin vraiment. Et donc je suis retournée le voir et là, il m'a dit: «Flo, tu risques la poussée de sclérose en plaques. Si tu as une poussée, que tu deviens paralysée, qui va s'occuper de tes enfants?» Et moi, ma famille est pas sur place, mon conjoint était plus là. Alors certes, j'ai une superbe équipe municipale, mais je veux dire, ils peuvent pas élever mes enfants non plus, hein. Donc je lui ai dit clairement: «Bah, personne». Elle m'a dit: «OK, donc maintenant je te mets en arrêt 1 mois et tu le prends. Tu pas le choix». Bon, bah, d'accord, je l'ai pris et puis voilà, après j'ai pris l'arrêt, je me suis posée et après, j'ai décidé d'arrêter. Ça a commencé par, j'ai arrêté, d'être vice-présidente à la communauté de communes. Voilà, ça a été ma première décision, très rapidement, mais c'était plus compatible en fait. La petite qui bégayait ne pouvait plus me voir partir les soirs. Elle pouvait plus, se séparer de sa maman, c'était pas possible. Donc ça devenait, un besoin vital et moi j'arrivais plus non plus, j'étais trop en culpabilité donc du coup, voilà, j'ai arrêté et puis après, la petite, ça a été mieux de mieux en mieux. Voilà Donc ça a été quand même une sorte de satisfaction de ah ouais, te dire: je «OK, veux dire, j'ai je suis pris la bonne maman avant tout. décision», ouais. Je suis maman avant tout, je suis pas, c'est pas possible d'en arriver à ce point-là, enfin, c'est un truc de dingue, en même temps, j'avais pas le choix, mais Ça me fait venir quand même à une petite question là qu'on n'a pas trop encore abordée, mais précisément, qu'est-ce que ça implique d'être, une femme quand on s'engage en politique au niveau local? Toi, est-ce que tu as eu l'impression de vivre les choses différemment que, des collègues hommes, de, faire, plus de sacrifices, de concessions? Quel est le regard que tu portes toi là-dessus? alors clairement, j'avais une charge mentale que la plupart des hommes n'avaient pas. Puisque soit, ils sont, plus âgés, sans enfants et cetera. Bon, moi, j'avais la totale. Je veux dire, travailleuse, 3 enfants, en plus en bas âge. J'ai même des photos à la mairie où je suis en train de changer la couche de la petite, en dessous du portrait de monsieur Macron. Enfin, voilà, quoi. Donc, mais eux, en fait, ils ont pas toute cette gestion du quotidien. Ils l'ont pas, quoi. Je veux dire, ils ont madame à la maison qui gère. D'ailleurs, je dis pas que c'est mieux, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui divorcent, hein. Mais, mais moi, j'avais cette charge mentale. C'est-à-dire que quand j'étais au boulot, j'étais la seule personne ressource pour mes enfants, pour les trajets, pour les rendez-vous médicaux, pour les rendez-vous scolaires, pour tout, quoi. Pour absolument tout. Pour, remplir les mots, enfin voilà. Donc moi, je dis toujours, mon cas, il est spécial parce que j'ai déjà beaucoup cumulé de casquettes. J'ai eu la séparation. C'est pas une séparation, il y en a qui ont pas compris parce qu'une séparation en général, il y a une garde alternée, il y a 1 semaine sur 2 où on est, plutôt, libéré et on peut s'investir, voilà. Moi, c'était pas mon cas. Moi, c'était très violent, d'une violence, inouïe donc j'ai cumulé beaucoup de difficultés. Mais donc ça, mais souvent, je me disais: «Mon Dieu, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver».
C'était compliqué. J'avais plus le temps de rien. Faire la révision de ma chaudière tous les ans, c'était un parcours du combattant que de prendre rendez-vous, que de savoir quel jour il allait venir parce que moi, j'étais tout le temps au taf, quoi. Tout le temps, tout le temps. Donc, ouais, c'était compliqué, ouais. Et est-ce que tu penses que, on parle beaucoup, là de l'adoption de la loi sur le statut de l'élu. Mmh. Hem, pour adresser la question de être femme en politique au niveau local, qu'est-ce qui, selon toi, devrait être, mis en place pour, fluidifier grandement les choses à ce niveau-là? Pour moi, déjà, ce qui a été un énorme frein dans mon mandat, c'est, que le maire est le représentant du village à la communauté de communes et qu'il y a des instances où il y a que le maire qui peut y aller et si ça, déjà, c'était assoupli dans le sens qu'on peut se faire représenter par, des membres du conseil et déjà, ça libère des soirées où on peut être, en famille quand, il y a besoin, quoi. Déjà ça, pour une femme, je trouve que c'est important et puis, les réunions, elles sont faites pour, les gens qui ont une activité professionnelle la journée, donc elles sont mises à 18h, à 20h. Mais les mamans, elles ont leurs enfants. Pourquoi on les mettrait pas, le mercredi après-midi ou le samedi après-midi? Vu que de toute manière, nous, on est des élus, on bosse tout le temps, je veux dire, on peut mettre une réunion le samedi matin ou le samedi après-midi, mais ça, c'est pour l'instant pas du tout dans les tuyaux, quoi, hein, donc on a encore des marges de progression à faire, mais le statut de l'élu, oui, c'est sûr qu'il faut vraiment le toiletter. D'ailleurs, j'avais milité, à l'association, des maires ruraux, j'avais intégré la commission, nationale pour donner un petit peu, mes idées et mes freins et mes galères, et je me rappelle, hein, quand j'avais des cabinets de ministres, en visio et que je leur disais mon quotidien, tout ce qu'ils me disaient c'est: «Oh vous êtes bien courageuse, hein». Ce n'est pas un métier. C'est ça, c'est ça. Et là, en ce moment, on parle donc les municipales arrivent à grands pas. On parle beaucoup de l'adoption de la loi sur la parité dans les Oui, communes de moins de 1000 habitants, qui met fin au panachage. tout à fait. Je sais que tu as pris des positions, toi, là-dessus. Est-ce que tu peux expliciter et nous dire ce que tu en penses? Oui, alors, moi, il s'avère que j'étais au bureau national de l'association des maires ruraux, à l'assemblée générale, quand cette question a été, évoquée et en fait, toutes les régions, tous les départements de France étaient, favorables à cette adoption. Alors, les maires râlent après le côté paritaire. Mais nous, c'est pas ce qu'on a vu en premier. Nous, ce qu'on a vu, c'est que c'était une liste, un maire, un projet, une équipe et que ça mettait fin aux oppositions dans un conseil municipal, d'une commune qui est là pour bosser sur des projets et qui je connais combien de maires qui ont été empêchés de faire des projets parce que, il y en avait 4 qui étaient, issus d'une autre liste et que c'était compliqué, quoi, donc Parce que, alors, simplement, petit rappel pour nos oui, auditeurs. Avant, ça fonctionnait donc par le biais du du panachage. panachage, c'est-à-dire qu'on pouvait faire, présenter autant de listes qu'on voulait. Les gens pouvaient rayer des noms sur la liste, donc en fait, on était élu sur son nom et que le conseil municipal était, composé, de ceux qui avaient le plus de nombre de voix et pas forcément issus des mêmes listes, avec les mêmes projets. Donc nous, ce qu'on a défendu, c'était, une équipe en cohérence, qui a les mêmes idées et qui se bat ensemble pour un projet. Voilà. Sauf que derrière, ça induisait la parité. Mais à partir du moment où on a une équipe cohérente, que dans un village rural, il y a autant d'hommes que de femmes, à ce que je sache, on s'est dit, enfin voilà, il y a pas spécialement, de frein à ce que, moi-même, j'avais pris la parole, je me rappelle, en disant: moi, c'est l'inverse de tout le monde, ça va m'embêter parce que, j'ai plus de femmes que d'hommes et je vais être obligée de virer des femmes pour reprendre des hommes, quoi. Donc bien sûr, ça nous embête, mais je veux dire, si on se bloque à ça, dans ce cas-là,
il y aurait pas de femmes au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national et pourquoi, à la base de la commune, on n'y arriverait pas alors qu'on a autant d'hommes que de femmes, quoi? Donc pour nous, c'était, moi qui ai assisté, c'était, il y a eu 94 de votants pour le scrutin de liste. Mmh. Voilà, donc par contre, quand on est revenu, dans les territoires, et que ça a été adopté, sachant qu'on n'était pas la seule asso, mais comme, notre président national est très visible sur ce sujet, après des positions très fermes et très claires, il a été, dit comme étant l'instigateur de cette loi, alors que toutes les assos étaient, d'accord. Les, mmh du coup, quand on est revenu dans les territoires, on s'est fait attaquer comme quoi, on était des tueurs de démocratie, des tueurs de villages ruraux, parce que les gens n'arriveraient jamais à avoir la parité et qu'on tuait les conseils et cetera. Alors que je suis désolée, mais certes, je le comprends. Moi, j'ai fait qu'1 mandat et ça m'enquiquine déjà. Donc autant te dire que ceux qui ont 5, 6 mandats derrière eux avec des équipes en place, des habitudes, mais c'est évident que ça va être dévastateur pour eux, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Mmh. On peut le faire, c'est sûr. C'est embêtant, ça va les embêter. Mais ça va embêter une fois. Et après, la fois prochaine, on n'en parlera plus, hein. Moi, j'en suis persuadée. On va arriver sur les dernières questions de cette interview. Selon toi, quel est le combat le plus important que tu aies mené en tant que mère? Waouh, c'est pas évident parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, c'est évident, mais pour moi, c'était humain. C'était, voilà, que d'apporter un maximum, de services, de m'engager et puis de porter la voix de la ruralité. Moi, c'était vraiment ça mon combat. Parce que venant d'une commune urbaine avec des services, quand je suis arrivée dans mon village et que je me suis retournée en disant: «Bah, on va faire ça, ça, ça» et puis qu'en fait, bah, il y avait personne derrière moi. Après, il faut aller trouver que des bénévoles, hein, que des volontaires et puis il faut faire susciter, l'envie de faire au sein de son équipe pour être accompagné donc c'est pas, «Ah bah, tiens, j'ai décidé, on va faire ça», enfin l'équipe a décidé, on va faire ça, mais derrière, il y a pas de personnes rémunérées pour le faire, hein. Donc heu Donc c'était de porter la voix de la ruralité qui galère pour tout, qui a pas de finances, qui se débrouille tout le temps, qui et avec autant de bonne volonté, autant de cœur et moi c'était vraiment, me dire: «C'est que des belles personnes sur tous les territoires de France qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et qui soient pas oubliés tout simplement». Et à l'inverse, ton plus grand échec? Mon plus grand échec, c'est, peut-être parfois, d'avoir été trop politiquement correcte et de pas après c'est difficile de rentrer dans l'art, des gens qui sont bénévoles, au sein de la commune, quoi. Mais parfois j'ai pas assez fait la loi, je pense. On m'a toujours dit: «Un chef, c'est fait pour cheffer» et moi j'avais un peu de mal. Ça, je pense que ch faut que je prenne des cours. Après, ça amène d'autres qualités parce que tout à l'heure, on était avec, la future présidente de l'association des maires ruraux, Tout à fait. hem, qui disait que tu avais quand même une force, qui était celle, d'être en mesure de mettre en mouvement les autres, que tu étais de ce point de vue-là très solaire et qu'en fait, à ton contact, on avait quand même très envie de s'engager, très envie de faire sa part là-dedans. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit, que je fédérais beaucoup. Mais ça m'a coûté à titre personnel parce que quand on pense que tout le monde est comme nous et que c'est l'esprit d'équipe avant tout et quand on se rend compte qu'il y a certaines individualités qui prennent le dessus sur, l'équipe, moi j c'est pas du tout ma manière d'être, mais malheureusement, il y en a plus, que ce que je pensais et ça pour moi, même au sein de mon conseil municipal, le service de l'intérêt personnel, de son intérêt personnel, moi je peux pas le comprendre. Mais d'un autre côté, comme je suis très gentille, enfin pas gentille, mais bienveillante
et que j'arrive pas à être, à rentrer dans l'art, quoi, voilà, ça, je pense que ça m'a vraiment pénalisée. J'aimerais bien des fois dire les choses, mais On va arriver sur la dernière question de cette interview. Hem, Normalement, une des questions signature de ce podcast, c'est de savoir quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune qui souhaiterait, s'engager donc, pour les municipales en 2026. J'ai bien envie de la tourner un petit peu autrement et te demander quel conseil est-ce que tu donnerais à une femme? eh ben, qu'elle y aille avec tout son cœur, avec toute sa passion, et puis, voilà, à partir du moment où on a l'envie, je pense qu'on peut déplacer des montagnes, c'est évident. Donc heu, donc simplement, de vivre et d'y aller à fond et faut pas trop se poser de questions et il faut faire. Faut agir, faut pas, tergiverser, faut y aller, quoi. Faut y aller et il faut exister et je pense que ça, c'est important donc mesdames, allez-y, prenez, tout votre courage, toute votre envie, toute votre bienveillance, tout votre amour et allez vous présenter dans les mairies de vos campagnes. Prenez votre place. Prenez votre place, Merci exactement. beaucoup Florence. Merci à toi, Margot. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, alors on imagine qu'il vous a plu. Pour nous soutenir, laissez-nous des étoiles, des commentaires, partagez l'épisode à vos copains et suivez-nous sur Instagram @vie de mère. Chaque soutien est hyper précieux. À bientôt dans une prochaine vie de mère.